à tous, bienvenue à vous en ce lundi matin dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, nous avons forcément une petite pensée pour les candidats au bac qui planchent ce matin sur la philosophie qui n'est pas une épreuve facile. Allez, on souhaite bon courage à eux tous. Nous nous intéresserons de notre côté aujourd'hui à celles et ceux qui viennent en aide à un proche dépendant. Il existe une structure assez unique en Bretagne, vous verrez cela tout à l'heure, une maison des aidants à Caudan dans le Morbihan. Sa responsable et une personne aidante nous apporteront leur témoignage. De son côté, Olivier Dauvert, notre expert conso, s'est également approprié la thématique, mais sous l'angle du marché des services à la personne. Il fera un tour d'horizon pour nous. Nous évoquerons également l'accessibilité dans les bibliothèques avec Christine Loquet, chargée de mission auprès des publics éloignés du livre. Et il y a des solutions, notamment via des pictogrammes. On verra cela avec elle. Dans notre rubrique environnement portée par Virginie Jourdan, il sera question du développement des projets citoyens en matière d'énergie solaire en Bretagne. Enfin, nous vous présenterons un projet soumis au financement participatif sur la plateforme Kengo. Cette semaine, c'est Mélanie Renel qui sera des nôtres. Elle souhaite monter une petite académie à Rennes où l'on aborderait l'art de manière ludique dans un lieu regroupant un atelier, une boutique et une galerie d'art où seront exposées les œuvres des élèves. Une sacrée belle idée. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous, bienvenue sur ce plateau également. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour. Et bonjour ma chère Catherine. Bonjour, comment Laurence. allez-vous? Bien et vous? Je suis sûre que vous pensez aux candidats du bac ce matin. Oui. Fort. Et franchement, les sujets, ça va peut-être pas être si simple que ça. Oui. On verra. On a vu déjà, oui, en effet, on est content de l'avoir passé. C'est ça, en fait, on se dit, pour moi, c'est fait. Allez, je vous le disais, aujourd'hui, on va consacrer notre émission à toutes ces personnes qui accompagnent au quotidien un proche dépendant. Eh bien, je vous propose tout de suite une petite mise au point en images. J'aide, tu aides, il aide, nous aidons, vous aidez, ils aident, le b.a.-ba me direz-vous? Eh bien, sachez qu'en France, 11 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche dit dépendant, qu'il soit malade ou handicapé. Ces héros, on les appelle les aidants. Plus de la moitié d'entre eux, 52%, ont un travail en plus de soutenir l'un de leurs proches. Et c'est pas de tout repos. Faire la toilette, les courses, le ménage, prendre les rendez-vous chez le médecin, distraire, écouter. La majorité des aidants passent en moyenne 20 heures par semaine avec la personne dépendante. Si certains jonglent avec un emploi du temps surchargé, sachez qu'il est possible d'obtenir le statut d'aidant et d'être indemnisé. Car bien souvent, en devenant un aidant, on doit travailler moins pour aider plus. Si la personne dépendante touche l'allocation personnalisée d'autonomie, vous pouvez devenir son aidant salarié, à la seule condition de ne pas être en couple avec elle. Comme partout, on ne pas avec un patron. Heureusement, depuis 2015, une prime appelée le droit au répit a été créée pour soulager les aidants de cette lourde responsabilité. 500 € par an peuvent leur être versés pour souffler un peu. Car pour aider, il faut être en forme. Mais soyez prêts, pour chacun de ces coups de pouce, il faut plonger dans la paperasse pour fournir des tonnes de justificatifs. Avec l'allongement de l'espérance de vie, on estime qu'en 2030, un salarié sur 4 sera aidant, en plus de son boulot. Alors, un conseil, triez vos papiers et n'oubliez pas qu'aider, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aucun doute là-dessus. Aider, c'est ce qu'il y a de plus beau et on est là pour ça. Catherine, ça vous a inspiré un billet d'humeur ce matin. Oui, tout à fait. Et puis merci la data. Je vais avoir la chanson dans la tête et puis je pense qu'on sera nombreux à avoir la chanson dans la tête toute la journée. Oui, aidant, c'est un rôle essentiel. Donc ça a été dit, c'est du dévouement. Et puis c'est aussi parfois de l'isolement et de l'épuisement parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aussi. Et du coup, je me suis posé la question, oui, tous les héros ne portent pas de cap. Hein, et il faut être en forme, ça a été dit également, pour être aidant. Et alors, qui aide les aidants ? Parce qu'on parle de primes, bien sûr, mais qui aide les aidants ? Je me suis posé la question. Et sont-ils aidés eux-mêmes ? Et d'ailleurs, qui aide les soignants ? Sont-ils aidés eux-mêmes ? Ils en ont besoin aussi. Et pour le même principe, dans l'idéal, ceux qui soutiennent les gens et puis qui sont là quand on en a le plus besoin, on aimerait qu'ils soient le plus en forme possible également. Et je me suis allée plus loin. Vous me connaissez, Laurence, mon esprit divague. Et souvent, ça n'a rien à voir avec le sujet du début. Et j'ai fait une liste des gens à aider en ce moment. Et bon sang qu'ils sont nombreux. Déjà,
les lycéens, forcément, qui sont en train de plancher sur les sujets de philo. On en a vu quelques-uns. Est-il possible d'échapper au temps? Voilà, c'est une question que peut-être certains vont se poser quand on sera à 5 minutes de poser les crayons. Ah, les pauvres. Ah, les profs qui vont devoir corriger tout ça, bien sûr. Pensez à notre collègue Karl Brozek, là, qui va aussi devoir corriger toutes les copies de philo. Les parents, qui eux-mêmes sont des aidants de ces futurs bacheliers, on l'espère, répétiteurs, nutritionnistes, coachs en développement personnel. Être parent d'un futur bachelier, c'est pas évident non plus. Ça n'a rien à voir, mais le community manager de Trump, est-ce qu'on y pense de temps en temps? Lui doit être proche du burn-out, à mon avis. Je sais pas. Je pense qu'il y est déjà depuis longtemps. Oui, j'espère qu'il a un petit soutien aussi psychologique privilégié. Ouais. Et puis forcément, quand on est là-dessus, la liste est longue. Les abeilles, les vers de terre, les rhinocéros, les ours polaires, 95% de la population. Mais heureusement qu'il y a des gens pour aider. Et puis l'entraide aussi, c'est aussi un des principes de cette émission. Donc, ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. Et d'ailleurs, qui va aider Laurence pour faire la transition de cette personne? Je vous envoyais toute seule. Mais si, en fait, vous m'avez aidé sans le savoir. Vous disiez tous les héros n'ont pas de cape. Eh bien, j'en connais une qui a une cape parce qu'elle s'occupe des publics éloignés du livre pour l'association Livre et Lecture en Bretagne. Bonjour Christine Loquet. Bonjour. Voilà, vous n'avez pas de cape, mais c'est tout comme. Vous êtes venue nous présenter la base de pictogrammes créée pour les bibliothèques et tous les lieux dédiés aux livres. Quel est l'objectif de cette base de pictogrammes? Racontez-nous un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, ni cape, ni baguette magique, j'ai eu l'occasion de le dire assez souvent, mais par contre, nous avons créé un outil. Alors, je ne suis pas seule, dans le cadre d'un groupe de travail, nous avons créé un outil pour aider, du coup, ça peut faire le lien, parce qu'il s'agit aussi d'aider, mais d'aider dans un milieu qui est notre milieu professionnel, qui est le milieu du livre. Et il s'agit d'une série de pictogrammes. Alors, les pictogrammes, on commence à les voir, vous en voyez à l'image. Des pictogrammes, ce sont des images simples qui permettent de faciliter la compréhension. Les pictogrammes les plus connus, ce sont les pictogrammes du Code de la route, par exemple, le sens interdit, un rectangle blanc dans du rouge, ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Et nous, on a souhaité créer des pictogrammes pour se repérer dans les lieux du livre et en particulier dans les bibliothèques publiques pour les personnes qui ont peu ou pas accès à l'écrit. Voilà. Ou alors qui ne sont pas très à l'aise dans ces lieux-là et qui ont besoin de béquilles, comme on dit parfois. Il y avait une vraie demande de la part de ces... Vous avez senti cette nécessité énorme de simplifier l'accès à ces lieux? Ah oui, tout à fait. Cette demande, elle a été clairement exprimée et par les publics, alors via les associations, parce qu'on travaille avec des assos, en particulier l'ADAPEI, donc ce qu'on appelait avant les papillons blancs, ou ce qu'on appelle encore parfois les papillons blancs, et l'ADPEDA, qui est une asso de parents et enfants sourds. Ouais. Et les bibliothécaires aussi qui cherchent des outils pour simplifier leurs lieux, parce que, alors moi je suis moi-même aussi bibliothécaire, et on est dans des lieux qui sont surcodés avec beaucoup de textes, beaucoup de ce qu'on appelle la signalétique, beaucoup de mots, beaucoup de codes, une classification des livres qui est complexe. Donc, et là on est vraiment allé au plus simple. C'est très intéressant de voir de quelle façon a été élaborée cette base qui compte 27 pictogrammes, c'est ça? Voilà, donc c'est l'équivalent à peu près d'un alphabet. On a créé 27 pictos. Alors ça peut paraître pas énorme, mais c'est déjà beaucoup de travail. Et l'idée, c'est de ne pas recréer à nouveau un langage complexe, mais plutôt d'aller aux formes les plus essentielles, aux formes les plus simples. Ouais. Et donc pas d'allusion, mais de la simplicité, un parti pris très esthétique finalement. Oui, alors l'esthétisme... Esthétique et pratique. Plutôt pratique. Alors l'esthétique, oui, en un certain sens, mais du coup, ça me donne envie de... Vous m'avez dit quand je suis rentrée sur le plateau que je portais un bijou de circonstance. La myrrhe de la télé. La myrrhe, c'est un symbole. Ouais. Donc là, on n'a pas... ça pourrait être un picto, mais c'est pas du tout un picto. Là, il y a beaucoup d'esthétisme. Alors, ça fait référence aussi à des images qui étaient utilisées dans la télé. Alors, je suis pas une spécialiste de la télé. Par contre, les pictos, on a choisi... Et c'est l'idée du picto, un accès au sens direct. J'ai envie de donner un exemple. Alors, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, on va le voir. Mais on le verra un peu. Ici, vous avez le picto médiathèque. Donc, c'est une maison avec dedans un petit livre, un petit accès Internet,
un petit flash YouTube pour les films et puis une note de musique pour l'accès à la musique. Voilà, il y a une maison qui regroupe ça. Si domaines. on avait choisi une forme graphique esthétisante, on aurait choisi des allusions, une forme sans doute graphiquement plus aboutie. Mais là, il s'agit bien... voilà, je trouve que ce picto, il montre bien le travail qu'on a fait. Il ne s'agit pas de symboliser les choses et d'aller très loin dans le symbole, justement, mais de montrer des choses de manière efficace et simple. Est-ce qu'il a déjà été testé, évidemment, grandeur nature, enfin, est-ce qu'ils ont été testés, ces pictogrammes ? Oui, tout à fait. Alors, on a travaillé dans le cadre d'un groupe de travail, je l'ai dit, je ne vais pas donner beaucoup de précisions, mais simplement dire que c'est un groupe de travail à l'échelle de la Bretagne qui regroupe des bibliothécaires et aussi d'autres gens du livre, comme des libraires, par exemple. Et puis les assos, je les ai cités tout à l'heure. Et très vite, il nous a paru évident qu'il fallait qu'on teste ces pictogrammes auprès des publics ciblés, qui sont des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont des difficultés à lire. Ils ont été testés notamment auprès de personnes détenues à la maison d'arrêt de Saint-Malo. D'accord. Voilà. Quels sont les retours alors Ça a été après très ces long. Premiers tests. Certains pictos ne marchaient pas bien. Tiens, je pense à un autre. J'ai un petit picto là qui est le. Alors c'est un livre, mais c'est un livre particulier. Il faudrait que je montre l'autre livre. Oui, avec des lignes un peu plus fines. Voilà, alors là, il s'agit d'un livre en grand caractère. Un livre en grand. Voilà, les bibliothécaires disent livre en grand caractère. On a fait plusieurs tests, on a tenté un livre avec un petit A d'un côté, un grand A de l'autre. Mais alors là, il y avait confusion de sens. On a testé d'autres choses encore pour ce picto ou d'autres. Et voilà, les tests à chaque fois nous ont fait avancer. La graphiste qui a travaillé sur ce projet avec nous s'appelle Hélène Gerber. C'est une graphiste morbihanaise qui a été très à l'écoute et qui a été en capacité de modifier à chaque fois ses pictos. Et donc elle a fait évoluer au fil des remarques. Voilà. Et cet aspect de test était très important. On l'a fait tester dans une dizaine de lieux à 2 reprises. Et l'idée qui prévalait, c'était vraiment l'idée des experts du handicap qui nous ont dit très tôt, mais ça on le sait un peu parce que moi j'ai l'occasion de travailler sur ces questions-là sur d'autres projets, que l'idée c'est de faire pour les personnes mais pas sans elles, pour nous mais pas sans nous. Donc ensemble, c'est mieux, évidemment. Merci beaucoup Christine, et puis on retrouve tous ces pictogrammes, ils sont téléchargeables gratuitement depuis le site de Livres et Lecture en Bretagne. Tout à fait. Et on l'affiche donc sur cet écran, voilà, vous le voyez. Christine, vous qui vous occupez des publics éloignés du livre, je vous propose de découvrir tout de suite un atelier organisé une fois par mois dans une école de Saint-Brieuc auprès du jeune public. Objectif, démocratiser le livre et le faire entrer dans les familles où il est peu présent. C'est un reportage de Nathalie Rossignol et Jean-Marc Seigné. Juju, Loulou, Mimi, Raoul, Titi, vous êtes où? Une histoire à écouter, et voilà les yeux des enfants qui pétillent, leurs visages qui s'illuminent. Ils ont 5 ans et sont élèves en grande section de maternelle de l'école Balzac de Saint-Brieuc. Une fois par mois, ils sont invités à la bibliothèque du centre social du quartier. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui là? Des lettres, des alphabets, pour qu'on mette bien les mots. Des mots partagés avec des bénévoles ravis de transmettre à chacun leur plaisir de lire. C'est quand même gratifiant quand on voit que l'enfant, même si au départ c'est un peu dur, qu'il reste regarder, qu'il pose des questions. Dans ce quartier multiculturel, le livre devient ainsi un support essentiel pour combler les déficits de langage que l'Éducation nationale a détectés chez les plus jeunes. On veut que ce lieu il soit vraiment ouvert pour démocratiser aussi le livre. Et que le livre est notre prochaine étape, c'est que le livre rentre dans la famille là où il est peu présent. C'est vrai que les parents ont une sorte de réticence à lire des histoires le soir. On sent que c'est compliqué, ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément l'envie. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de livres chez eux. C'est vrai que c'est un vrai plus de pouvoir venir ici bénéficier de tous ces livres qu'ils ne connaissent pas. Le problème avec les ours grognons, c'est qu'ils ne font que grogner. Des centaines de livres à découvrir en dehors du cadre de la classe. Cette sortie mensuelle est devenue une vraie fête. C'est quand j'arrivais ici, on disait les enfants d'ici, ils ont pas le même niveau qu'un enfant de ceci. Moi, c'est ça ils ont le même âge. Ce qu'il faut leur donner, c'est la chance. Et pour moi, c'est ça, la lecture.
Un échange intergénérationnel qui porte ses fruits. Pourquoi tu aimes bien venir ici? Parce que j'adore les bibliothèques. Plein de livres à découvrir pour Gino et ses copains, des passeports pour rêver et voyager, tout simplement pour construire leur avenir. Un cri du cœur, parce que j'adore les bibliothèques, c'est trop mignon ça. Allez Virginie, avec vous on va passer à notre rubrique environnement. On va évoquer les projets citoyens autour du solaire en Bretagne et ils sont nombreux, et vous l'évoquez d'ailleurs dans le dernier numéro du magazine Sans Transition. Alors racontez-nous un petit peu. Alors, il y a une vingtaine de projets qui sont en cours en ce moment de création en Bretagne. Il y a une dizaine de centrales citoyennes qui sont déjà en exploitation. Moi, je me suis rendue à Lorient pour faire un reportage dans le cadre du magazine Sans Transition. C'est vrai que poser des panneaux solaires, on peut le faire chez soi, mais le faire ensemble, c'est mieux. Donc, voilà. L'association Bretagne Énergie Citoyenne qui a vocation à faire connaître la transition énergétique en Bretagne a choisi de créer une société anonyme qui permet à des citoyens d'acheter des parts à l'intérieur donc d'un projet et ce projet sert à financer l'achat de panneaux photovoltaïques. Là où je me suis rendue, c'est dans une zone commerciale sur laquelle il y a énormément de commerces qui ont des surfaces au sol importantes et qui dit surface au sol dit aussi surface de toit qui sont capables pour certains d'accueillir des panneaux solaires. Alors il faut quand même isoler totalement le toit pour pouvoir les poser de manière adapté et pour que cela fonctionne. Sur ce projet, donc à Lorient, donc sur ce toit de magasin, il y a 120 panneaux qui ont été installés et cela va fournir en autoconsommation 30% des besoins en énergie du magasin. Donc là, pas besoin de se raccorder sur le réseau. On produit soi-même et sur une boucle très très locale son énergie solaire. L'association qui s'appelle Bretagne Énergie Citoyenne et donc sa société anonyme qui s'appelle On s'y met. Donc on s'y met, si la transition tarde un petit peu à se mettre en route, nous citoyens, on va aussi essayer de l'accélérer. Travaille également avec la ville de Lorient. 3 centrales ont été installées sur des bâtiments publics, dont le centre de formation des apprentis et 2 écoles. Et de la même manière, Lorient, les bâtiments peuvent autoconsommer ce qui est produit sur le toit. Et là aussi, c'est un système de location. On s'y met, se charge de financer l'achat. Et ensuite, les institutions n'ont plus qu'à louer la petite centrale ou les panneaux pour pouvoir profiter de l'énergie solaire. Est-ce qu'il existe d'autres projets en Bretagne ? Alors, comme on le disait dans l'introduction, donc il y a une vingtaine de projets qui existent en Bretagne et une dizaine qui sont en exploitation. On peut en citer quelques-uns parce que ça a sa petite importance pour comprendre un petit peu le sujet du solaire en Bretagne. Le réseau Taranis qui suit ces projets et qui a vocation à les accompagner pour qu'ils puissent se monter, donc en recense une dizaine qui sont en exploitation, une vingtaine qui sont en projet. Avant, en Bretagne, on était plutôt une terre d'éolien. Donc le solaire est doucement en train d'arriver. On peut citer par exemple une autre centrale qui est dans le Morbihan. Donc c'est la coopérative de la Ria d'Etel qui a déjà un projet solaire et qui de la même manière travaille avec une municipalité, va avoir accès au toit d'un bâtiment public pour pouvoir installer une nouvelle centrale. Et alors là, on n'est pas sur de l'autoconsommation, on est sur de la revente. Donc tout cela part dans le réseau pour que les autres viennent consommer cette électricité. C'est vraiment spécifique. Le premier projet qu'on a vu, c'est de l'autoconsommation, ce qui est produit et consommé. Et il faut savoir que ces projets sont souvent de petite taille parce que lorsqu'on dépasse une certaine taille, il faut passer par des appels d'offres qui sont nationaux. Et là, la Bretagne ne peut pas concurrencer le sud de la France puisque avec tout ce qu'ils peuvent produire, l'énergie a un coût plus intéressant. Donc voilà. Mais en tous les cas, en Bretagne, ça démarre. D'accord. On est quand même loin encore de l'indépendance énergétique pour la Bretagne. Là. On est toujours loin de l'indépendance énergétique pour la Bretagne. 89% de l'électricité qui est consommée aujourd'hui en Bretagne provient des autres départements voisins, enfin extérieurs en tous les cas à la Bretagne. Alors ce n'est pas le solaire qui va résoudre l'équation, puisque dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, le solaire représente environ 6,4% de l'énergie durable qui est produite en Bretagne. Elle est très loin derrière l'éolien qui est à 47%, et également l'hydroélectrique avec les barrages qui sont faits à proximité des plans d'eau et qui fournissent quant à eux environ 17% de l'électricité renouvelable produite en Bretagne. Voilà. Et l'intérêt, juste pour terminer, c'est que faire ces centrales sur des toits, ça permet aussi de préserver des terres agricoles, puisque de grands projets peuvent aussi se faire au sol. Mais ça, il y a du monde qui réfléchit à comment concilier agriculture et photovoltaïsme, mais c'est un autre sujet. Voilà.
Voilà, Catherine. Vous connaissiez tous ces projets citoyens solaires dans le domaine du solaire? Mais quelque part, ça ne m'étonne pas malheureusement que ce soit plus le vent et l'eau qui nous servent en termes d'énergie renouvelable. Mais il y a du soleil, et puis oui, c'est pas... Et c'est vous aussi qui parliez un plan sur les oh mince, je vais y arriver, sur les expositions au soleil dans la ville, c'est ça? Oui. Donc on peut savoir aussi, avoir accès à est-ce que telle ou telle façade ou tel mur est bien exposé au soleil pour faire soi-même le... Aidez-moi, Virginie, on va pas nous voir faire une installation. Vous faites pas de la philo. Oui, eh ben ouais, waouh. Pardon, mes neurones ne sont pas trop exposés au soleil. On vous laisse récupérer. Merci. On va bien recharger les batteries au solaire. Et on va demander à Mélanie si elle a peut-être l'intention de mettre des panneaux solaires sur sa future petite académie. N'est-ce pas, Mélanie Renel? Bonjour, vous êtes la fondatrice de la petite académie de Rennes. Hein. C'est ce beau projet que vous soumettez au financement participatif sur la plateforme Kengo. D'abord, on va se focaliser sur le cœur de votre projet. Qu'est-ce que vous proposerez dans cette académie? Alors, dans la petite académie, on pourra prendre des cours de peinture, sculpture, dessin, théâtre aussi, pour les petits, les grands, donc à partir de 4 ans. Et aussi donc pour les adultes, sous forme d'ateliers, de cours aussi à l'année. Ça peut être ponctuel. Donc ça peut être simplement prendre un cours ou assister à un atelier ou venir après l'école ou le mercredi, le samedi aussi. Donc c'est un peu académie. À la carte, à la séance, à l'année, enfin tout est possible en fait. Qu'est-ce qui vous différencie des autres écoles d'art? Dites-nous. Dans la petite académie, en fait, il y a vraiment une culture artistique auquel on tient. C'est-à-dire qu'on va partir d'un grand maître, on va partir de Picasso, Van Gogh, rien que ça, pour en fait apprendre à la manière d'eux, pas à pas. Donc en fait, sur une séance de 2 heures, il y a vraiment un déroulé. Donc il y a une petite partie histoire de l'art sur laquelle on va apprendre avec des quiz. Ça va être un peu ludique, hein. L'idée, c'est aussi de s'amuser. C'est une académie, mais on s'amuse. Voilà, pour apprendre après à la manière des grands maîtres, on pratique et puis on adapte. Enfin voilà, chacun peut, suivant sa sensibilité, produire une œuvre d'art. Une œuvre d'art qu'on pourra donc exposer également dans le lieu, parce que c'est ça aussi l'idée. C'est ça, en fait, ce sera entièrement vitré. On pourra exposer toutes les œuvres. Donc il y aura aussi des petits vernissages pour les enfants, pour les adultes, pour montrer tout simplement. Et puis en visitant la petite académie, on a tout de suite un aperçu de ce qu'on peut faire. Donc on peut rentrer aussi par la petite boutique, faire son shopping et puis voir, ça rend vraiment l'art accessible. Et puis toujours dans la bonne humeur, passer un bon moment. Puis pour les enfants, c'est l'occasion de passer par exemple un mercredi matin ou un samedi matin. Et puis pour les parents, d'aller faire une petite balade en ville pendant ce temps-là. Tout le monde est content. Et puis à la fin, on a vraiment une petite œuvre, un petit objet sympathique à emmener chez soi ou à offrir. Alors la petite académie sera basée à Rennes, mais elle rejoindra un réseau beaucoup plus large parce qu'il existe déjà une 15aine d'établissements de ce genre en France, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi vous vous lancez dans cette aventure? Alors moi j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la petite académie. Vous l'avez vu où, vous, la première fois? Je l'ai vue à Nantes. À Nantes. Donc voilà, ma collègue est à Nantes, Élodie, je lui fais un petit coucou. Elle a une super petite académie à Nantes et c'est que des entrepreneurs, donc des femmes qui ont des petites académies. Et ça existe depuis 20 ans, le concept. Donc c'est testé, c'est éprouvé. Voilà, donc c'est vraiment un système qui fonctionne. C'est vraiment des cours de qualité. On voit vraiment des résultats très rapidement. On s'attache vraiment à chaque enfant ou à chaque élève. On le connaît personnellement. Il y a vraiment, on est à la petite académie, on n'est pas ailleurs. Les enfants disent, mais je fais de la petite académie. Ils font plus d'art, ils font de la petite académie. Donc c'est vraiment ça, c'est un gage de qualité. Et puis s'amuser aussi en même temps, parce que sur une demi-journée, on va aussi faire un petit peu de théâtre, on va avoir de la musique, on va rigoler. Voilà, donc c'est aussi passer un bon moment ensemble, dans des petits groupes, jusqu'à 10 personnes à peu près pour chaque groupe. D'accord. Vous avez vous-même une formation Tout à fait, en moi j'ai une formation artistique, donc ça fait vraiment référence à mes racines. C'est ça qui me motive dans ce projet, c'est de retourner aux sources. Et puis voilà, l'envie d'entreprendre et de proposer aux Rennais cette super opportunité de passer des bons moments, parce que ce sera aussi de l'événementiel. Donc par exemple, pour les entreprises, si on veut faire un événement, moi je peux prendre en charge tous les enfants, et puis pendant ce temps-là, les adultes peuvent faire un petit cocktail tranquille, et puis nous on fera une petite œuvre d'art en fonction du sujet. Ça peut être à Noël, ça peut être aussi dans les écoles, faire une fresque, enfin des choses qui durent comme ça, vraiment en rapport avec un événement. D'accord. Vous avez déjà trouvé le lieu pour baser cette petite académie? Voilà, je suis en recherche d'un lieu. J'ai des bonnes pistes, je cherche en périphérie du centre-ville.
Donc voilà, ça ne devrait Sur pas quel, tarder. plutôt nord, plutôt sud, est, ouest? Vous savez pas? Vraiment, j'étudie tout. D'accord. Il vous faut combien de mètres carrés? Alors, il me faut entre 60 et 100 mètres carrés. Bon, écoutez, l'appel est lancé, tout comme l'appel est lancé sur la plateforme de financement participatif Kengo. Vous avez besoin au total de 7 500 € pour financer ce projet. Tout à fait. C'est ça. Donc, à quoi vont servir les dons? Dites-nous. Voilà, dans un premier temps, financer le stock, tout simplement. Il faut acheter de la peinture, des pinceaux, des chevalets, le matériel, l'aménagement, et puis évidemment de défendre mon projet à la banque. Et voilà, d'aller lever des fonds, le nerf de la guerre. Mais voilà, je suis enthousiaste par rapport à tout ça. Je tiens le bon bout et puis je compte sur vous. Donc merci déjà à tous ceux qui ont contribué, c'est super. Il y a vraiment plus de 40 contributeurs qui me font confiance jusqu'ici. Donc allez-y. Et puis en plus, en contribuant... On a jusqu'au 6 juillet, c'est ça? Jusqu'au 6 juillet. Et puis vous réservez une place en fait finalement. Vous faites un petit don, puis en contrepartie, vous venez participer à un atelier ou à un cours pour votre enfant ou pour vous, voilà. Je vous attends, Catherine et Laurence. on ira forcément. Donc, au mieux, vous espérez ouvrir en septembre. C'est ça. Et puis sinon, ce sera janvier, 2020. sinon, certainement, pour Noël. Voilà. Écoutez, vous avez toutes prises déjà vos réservations, vos places, et vous allez participer à la cagnotte, Christine? Oui. Certainement. C'est fait. Je viens de répondre à un des sujets de philo sur lesquels les planches en ce moment. À quoi bon expliquer une œuvre d'art? Pour passer un bon moment, pour apprendre plein de choses. Voilà, merci. C'est QFD. C'est fait, c'est QFD, exactement. Merci beaucoup Christine, merci Virginie, merci Mélanie. Comme je vous le disais au début de cette émission, on va s'intéresser ce matin à celles et ceux qui s'occupent d'un proche dépendant. 11 millions de Français prennent soin d'un proche fragilisé par la maladie. Et bien à Caudan, dans le Morbihan, il existe une association qui s'appelle Cassiopée et qui propose aux aidants de souffler un peu, de se ressourcer via des rencontres et des ateliers. Un reportage de Stéphanie Zad et Bleuheim Le Borgne. Jacqueline et Robert sont mariés depuis 52 ans. Et il y a 2 ans et demi, le diagnostic est tombé pour Robert, maladie d'Alzheimer. Depuis, sa femme essaye de faire face mais éprouve de plus en plus de difficultés devant la maladie neurodégénérative de son mari. Elle s'isole chaque jour un peu plus du monde extérieur. Je le ressens comme une prisonnière parce que j'aime mon mari, c'est normal, 52 ans de mariage. Mais des fois, j'en ai marre. Alors, au bord du gouffre, elle a trouvé une association, Cassiopée, qui s'occupe des aidants et qui lui permet de retrouver un peu de ce contact humain qui disparaît chaque jour un peu plus, où son mari peut également être accueilli, où elle peut de nouveau échanger. Ouvrez. C'est rare dans la vie qu'on nous demande d'ouvrir, donc on peut l'ouvrir, allons-y. Atelier de chant, prise en charge de l'aider, animation et surtout une écoute. Enfin. Au départ, on parle de leurs aidés et puis petit à petit, on voit bien que ça dirige sur autre chose. Il y a des choses plus essentielles, plus importantes sur la vie, sur les choix qu'ils ont fait dans leur vie. Enfin, voilà, ça les replace comme sujet vraiment et non plus parce que être aidant, c'est aussi quelque part être rétréci, quoi, raccourci. On n'est plus qu'un aidant, voilà. Mais en tant qu'être humain, on est quoi, nous, en fait? C'est la vie qui revient. C'est tout à fait ça, parce que moi j'étais enfermée, je m'étais enfermée en même temps que mon mari. Je devenais comme lui, puisqu'on ne parle pas à la maison. J'ai personne qui vient, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est l'Alzheimer. Ils veulent, comme moi j'étais au début. Donc ils ne viennent pas. Et là, c'est une bouffée d'air. La maladie ne laissera pas de répit. Alors l'abnégation peut rapidement épuiser la personne qui aide. Nous, ce que l'on dit, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est une course de fond. Donc il faut tenir le temps. Donc il faut accepter de demander de l'aide et de prendre du répit pour pouvoir rester le plus longtemps possible disponible auprès de son proche. L'association Cassiopée compte 60 adhérents. Elle est financée à 80% par des fonds privés. Et depuis le début de l'année, ce sont plus de 300 personnes qui ont participé aux différents ateliers.
Un très beau reportage, très, très fort. Nathalie Pierret, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la Maison des aidants de Caudan. Et à côté de vous, il y a Jean-François Boutillier. Vous avez fréquenté cette Maison des aidants à Caudan. On écoutera votre témoignage tout à l'heure. Olivier Dauvert, bienvenue également. Vous parlerez également de cette thématique, mais sous un autre angle. Nathalie, je reviens vers vous. C'est à vous et à Myriam Pasco que l'on doit la création de cette structure qui est quand même assez unique en Bretagne. Elle est née d'un constat, d'un appel à l'aide, on va dire, le manque de lieux finalement d'accueil, de répit. Oui, elle est née d'un constat, d'une volonté. Si vous voulez, on avait déjà travaillé toutes les deux sur une autre problématique, sur l'accompagnement des personnes touchées par le sida. On est toutes les deux engagées sur des problèmes, sur des sujets de société. Et lorsque le projet s'est arrêté, on a eu envie de... Moi, je savais qu'il y avait cette problématique qui émergeait parce que je suis touchée personnellement dans le cadre de mes parents. Là où je savais ce qui allait se passer. Et on s'est dit, si on se lançait un petit peu... On va aller faire une étude, un diagnostic de territoire. On avait le lieu, c'est aussi ça qui était très important. Ouais. On avait un lieu disponible, on s'est dit, on va faire un diagnostic de territoire pour voir ce qui existe sur le pays de l'Orient et dans le Morbihan. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'existait rien. Rien. Voilà, rien de ce type-là. Ouais. Donc vous vous êtes appuyé sur la connaissance du terrain également, évidemment, parce que c'est très important. Comment fonctionne la structure très concrètement ? La structure, alors c'est la seule qui soit ouverte tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ouverte au public, de 9h à midi et de 14h à 17h. Les matins sont réservés au travail administratif, aux rendez-vous individuels, et les après-midi, on propose des ateliers. Alors, soit des ateliers collectifs, soit des ateliers individuels, soit des permanences pour pouvoir passer juste boire un café. Voilà, c'est un lieu d'échange. Et puis une sortie par mois pour la diade. Entre personnes aidantes et personnes aidées. Alors je précise bien, parce que vous tenez à ces termes-là, on ne dit pas aidant et aidé. Si, on le dit. Mais vous aimez ajouter cette notion d'humain. Disons que ça permet de respecter la notion de personne. Le problème, c'est comme disait Corinne, c'est qu'au bout d'un moment, on n'est plus qu'aidant, plus qu'aidé. Donc ça rétrécit le champ. Voilà. Oui, effectivement. Alors c'est quand même la particularité de cette structure, d'accueillir à la fois la personne aidante et la personne aidée, pour des raisons évidemment évidentes. Finalement, on ne peut pas laisser... non, quand on a ouvert, on s'est rendu compte, si vous voulez, que très vite, les personnes, si on voulait qu'elles viennent prendre du répit, il fallait leur proposer quelque chose pour leurs proches, parce qu'elles n'avaient pas de solution. Bien entendu. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il existe. Comme Myriam est aide-soignante, moi je suis infirmière de formation, on s'est dit, on peut prendre en charge la personne aidée le temps d'un atelier. Et en fait, on s'est rendu compte que cette proposition répondait à un réel besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la seule structure qui ne soit pas adossée à un EHPAD, à une structure médico-sociale. Et c'est hyper important parce que les personnes ont déjà tellement de contact avec le milieu médical. Là, c'est un lieu qui est complètement neutre, qui est dans un parc, qui est vraiment propice à la détente. Et si vous voulez, ça leur permet d'aborder les choses différemment. Et nous, avec notre parcours professionnel, on a quand même ce regard professionnel de savoir à quel moment il va falloir intervenir, accompagner de façon un peu plus proche. Alors on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, les mots employés sont très forts. C'est la vie qui reprend, on se sentait enfermé. Je me tourne vers vous, Jean-François Boutillier. Le 1er juillet 2016, votre épouse s'est fait opérer de la hanche et sa dépendance a commencé à s'aggraver jusqu'à devenir totale. Vous l'avez énormément accompagnée. Aujourd'hui, elle est en EHPAD, on précise bien, mais vous avez fréquenté justement cette maison des aidants à Caudan. Est-ce que c'est une démarche qui a été évidente pour vous, facile, simple ou pas du tout ? C'est pas une démarche facile, du tout. Puis d'ailleurs, on ne demande pas pour soi. Moi, je suis allé chercher des questions pour répondre aux besoins que j'avais par rapport à mon épouse et par rapport aux besoins qu'elle avait, elle. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que peut-être que j'avais besoin d'aide aussi et qu'il se passait des choses là qui pouvaient aussi venir me sortir de mon quotidien, me sortir de mes difficultés, pour m'occuper de moi et pouvoir m'occuper d'elle après. Vous avez mis du temps à admettre que vous aviez besoin aussi, vous, de vous faire aider, finalement, en tant que personne aidante ? J'ai mis beaucoup de temps, d'autant plus qu'au départ, on se dit, on va faire, quoi. Je suis capable, donc je vais faire, puis je vais faire, puis je vais faire, jusqu'à l'épuisement. Mais on ne se rend pas compte qu'on s'épuise. Ça vient doucement, ça vient lentement, c'est sournois, et puis ça risque à un moment donné d'être tard. Grave en tout cas, et heureusement qu'on peut rencontrer une association comme celle-là, qui en dehors des médecins et autres travailleurs sociaux qui vous reçoivent par rapport à une maladie, par rapport à
des problèmes administratifs, etc. Là, on est accueilli et écouté. Et quelles que soient les questions qu'on vient poser, on peut les poser. Si on a envie de pleurer, on peut pleurer aussi. Et ça, c'est... Qui est absolument très fort. essentiel. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter une autre initiative, cette fois-ci dans les Côtes-d'Armor, un café des aidants qui se réunit une fois par mois dans une pizzeria du centre de Bron. On va retrouver tout de suite Billy. Billy, c'est à vous. Alors Jeanne, bonjour. Bonjour Billy. Nous sommes venus ici vous rencontrer ce matin parce que vous êtes aidant. Et du coup, vous avez pris un petit peu de temps pour venir discuter avec nous de votre rôle aujourd'hui d'aidant avec votre mari. Oui, j'ai pu le prendre parce que j'ai une aide ménagère à la maison qui est présente, mon mari ne pouvant pas rester seul. Alors c'est quoi exactement aidant? Ça, on le saura aujourd'hui en plateau. Oui. Nous, on est venus vous voir parce qu'on veut voir pourquoi est-ce que vous êtes venus ici. C'est des petits cafés que c'est ça que vous faites avec des copines? Oui, voilà, on a fait ça avec sous l'impulsion de Madame Lecor. Oui. Et ça a permis de se rencontrer. J'ai d'ailleurs rencontré des gens que je connaissais, qui étaient dans la même situation que moi. D'accord. Qui devaient aider soit une femme, soit un mari. Et c'est vrai que ça fait partager des moments et on voit aussi que tout le monde se pose les mêmes questions. Est-ce que ça fait combien de temps que vous faites ça, là, le café des aidants? Oh, on avait commencé, je sais pas, il y a presque un an maintenant. Ça fait un an que vous venez? Puis il y a beaucoup de choses qui sont faites encore en plus, mais je ne peux guère me libérer pour y aller, quoi. Bah oui, parce que vous êtes occupée à la maison, c'est avec votre mari que vous aidez, vous. Hein. Oui. Parce que moralement, du coup, s'il y en a une qui va pas trop, il y en a une autre qui va être là, ou un autre d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas que des femmes. Il n'y a que des femmes ou il y a des hommes aussi? Non, il y a des hommes aussi. Hein. Oh, oui, il y a des hommes. Hein. Oui, complètement. Oui, et du coup, ça permet de se soutenir les uns les autres. Très impliqués aussi, oui, bien sûr. Quand on choisit de garder la personne chez soi, on s'implique. Hein. Moi, je ne me suis pas posé la question. C'était... Parce que c'est un choix qu'on fait. C'était, oui, parce que sinon, on peut essayer de placer les gens dans des EHPAD ou des choses comme ça. Mais moi, non, il n'en était pas question. La question, c'est même pas posée. Notre maison était à peu près aménagée pour recevoir un grand malade. Et voilà, et on l'a réaménagée en plus. On a transformé certaines pièces. Et puis voilà, dont la salle de bain, naturellement, qui n'est jamais faite comme il faut. Et justement, quand vous venez à ces cafés d'aidants, peut-être que vous avez la personne qui s'en occupe va pouvoir vous donner les petites astuces, les petites astuces administratives, on va dire, pour avoir les bonnes associations. Oui, parce que ça, c'est vraiment un domaine où on est vite dépassé. Heureusement qu'on a des aides comme ça, oui, pour nous aider dans la paperasserie. Hein. C'est ça, on vient au café d'aidants avec ces petites paperasses. Franchement, ce qui m'ennuie le plus, c'était ça, c'était de faire les dossiers. Et encore, là, j'ai demandé des petites aides. Alors, on veut bien, mais alors, des dossiers à rallonge, je crois que je vais mettre tout ça dans une enveloppe et puis ça sera fini, quoi. Quelqu'un qui fera ça Non, je ne le ferai pas. Ah, vous allez le laisser comme ça? On se débrouillera, oui. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne, d'avoir passé ce petit moment avec vous ce matin. On vous souhaite tout le bon courage du monde. Merci. Et à bientôt. Et puis, je dis bon courage à tous ceux qui sont dans mon cas, parce que... Les aidants, faites-vous aider. Il en faut, oui. Parce que nous, on dit ça toujours dans l'émission. Ensemble, c'est toujours mieux. Oui, c'est vrai. Merci. Bonne journée. Voilà, encore une belle initiative, mais qui rejoint effectivement dans les grandes lignes un petit peu la vôtre. Hein. Il y a une aide au niveau des démarches administratives que vous apportez également? Oui, parce qu'il faut savoir que c'est quand même très compliqué. Donc c'est vrai que les personnes, lorsqu'elles elles reçoivent le diagnostic, elles savent qu'il va y avoir un tas de démarches à faire. Et c'est comment j'y vais, où j'y vais, comment, avec qui. Et il est vrai que parfois on accompagne pour faire des dossiers, parfois on réoriente, parce qu'il y a des structures qui sont faites pour ça. Hein, anciennement les clics, enfin il y a des structures qui sont sur l'accompagnement administratif. Mais nous, ce que nous observons, c'est que les personnes... Elles ont tellement le cerveau et les sentiments occupés que parfois elles ne sont pas réceptives. Donc ça va être qu'une question de temps. Il faut accepter de prendre du temps. C'est un processus et on a cette possibilité-là, ce que n'ont pas les grosses structures. Ce qui fait la différence. Ouais. Vous, Jean-François, ça vous a soulagé de pouvoir bénéficier comme ça d'une aide dans les démarches administratives? Oui, mais c'est aussi la qualité de l'écoute, parce que moi, je me souviens être venu poser des questions et puis être reparti sans la réponse. Et puis me dire, mais pourquoi elle ne m'a pas répondu? Et en fait, j'avais mal posé ma question, et puis c'était pas de ça dont il s'agissait. Et à la deuxième fois ou au troisième rendez-vous, j'avais ma réponse.
On se sent moins seul, même si... Est-ce que votre épouse, elle y allait à reculons? Vous avez senti ça également? Elle venait à reculons parce que elle se demandait qu'est-ce que j'allais faire. Elle se demandait si j'allais pas me débarrasser d'elle. Elle se posait plein de questions. Elle était à la maison avec moi et tant que ça fonctionnait comme ça, il fallait pas que ça change. Elle se rendait pas compte que moi, je m'enfermais avec elle, en fait, et que ça risquait de mal finir. Ouais, donc effectivement, elle est venue malgré tout parce que elle était déjà dépendante et puis elle ne pouvait pas rester seule, mais c'est vrai que ça freinait un peu de son côté. Alors on va parler des aides auxquelles ont droit les aidants. On va tout de suite écouter la question d'un de nos téléspectateurs, Léonel. Bonjour, je m'appelle Léonel, j'habite à Rennes et je voudrais poser une question concernant les aidants. Quel est le dispositif qui est mis en place pour permettre aux aidants de pouvoir s'engager auprès des personnes de leur entourage ou bien les inciter à devoir de plus en plus être dans ce domaine? Alors voilà, la question posée par Léonel, quelles sont les aides officielles auxquelles les aidants ont droit? Parce que ça, pareil, on ne le sait pas forcément. Alors tout dépend de l'âge de la personne aidée. Si la personne aidée a plus de 60 ans, il y a une aide qui s'appelle l'APA, c'est l'allocation personnalisée de l'autonomie. Donc c'est un dossier à remplir et qui permet d'évaluer d'une part le niveau de dépendance de la personne malade. Et selon ce niveau-là, alors c'est une équation entre le niveau de la dépendance, les ressources et les besoins, il va y avoir une somme qui va être allouée pour la prise en charge. Il faut aussi aller du côté des caisses complémentaires, des caisses mutuelles, parce qu'il y a des aides de ce côté-là. On ne le sait pas, c'est très compliqué pour les joindre, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et puis pour les personnes aidantes qui sont salariées, il y a le droit au répit, il y a les congés qui peuvent être exceptionnels. Voilà, on a quand même des dispositifs. C'est souvent comme ça en France, on a cette chance-là. Mais le plus compliqué, c'est de les comprendre et de les mettre en application. Ça, c'est très complexe. Ouais. Et des fois, c'est très aléatoire, parce que ça dépend des personnes que l'on rencontre, qui sont derrière les guichets. Donc, voilà, il faut savoir qu'il faut s'accrocher. Mais ça vaut la peine. Ouais. Accompagner une personne dépendante, c'est en moyenne 20 heures par semaine. C'est ce qui a été dit dans le reportage en début d'émission. Marée basse. Marée basse. Oui, vous Jean-François, vous accompagnez votre épouse au quotidien. C'est plus que 20 heures par semaine. C'est pour ça que c'est un chiffre un peu étrange finalement, parce que c'est ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé grâce à cette maison des aidants à Caudan? Est-ce que vous avez retrouvé un équilibre? Est-ce que vous avez trouvé, vous êtes retrouvé vous-même? J'ai retrouvé, oui, je peux pas dire que je me suis retrouvé, mais j'ai compris qu'il fallait que je m'aide moi-même, que j'ai compris qu'il fallait que je continue d'aller nager, d'aller voir un copain, d'aller à droite et à gauche dès que je le pouvais pour vivre, pour rester vivant. Ouais. Parce qu'on disait, souvent on se sent presque enfermé avec la personne finalement dépendante. Et qui, elle, s'y trouve bien, parce qu'elle ne peut plus bouger, elle n'a pas envie de se montrer non plus comme elle est. Donc tout va bien à la maison, et puis après on ne sort plus, quoi. Dans les avions, il y a les consignes de sécurité et ils préconisent de mettre d'abord le masque à oxygène sur soi avant de pouvoir le mettre et aussi aider les autres. Donc c'est ça aussi, parfois prendre soin de soi, c'est aussi un moyen de pouvoir prendre soin des autres. C'est une bonne image. Excusez-moi, mais là, il est vrai que souvent on a l'image aussi, ce qui est véhiculé sur les personnes aidantes, c'est qu'elles sont tristes, que le fardeau est lourd. Oui. Il est vrai. Ça, on ne va pas. Mais dès qu'on donne la possibilité de se retrouver ensemble, de faire un atelier, la vie reprend. Et c'est vrai que d'entendre toutes ces personnes rigoler, s'échanger des choses, on n'est pas entre guillemets, dans le pathos, quoi, quand ils se retrouvent. Sinon, j'en profite, je recharge. Et il y a beaucoup d'humour, il y a des fois, on a des situations complètement surréalistes, mais voilà, c'est la vie. Alors pour que votre association, Nathalie, puisse continuer à vivre, est-ce que c'est compliqué? Il y a une menace sur la pérennité de la structure ou en termes de financement? Là, je vous remercie de poser cette question. Oui, c'est toujours compliqué quand on est une petite association. La menace, si vous voulez, c'est d'arriver à faire reconnaître ce dispositif qui est innovant,
et qu'il est complémentaire par rapport aux EHPAD, par rapport à tout ce qui est proposé. Les cafés mémoire, c'est pas la même chose. Et ça serait bien. Moi, je passe beaucoup de temps avec la recherche de financement. Je passe beaucoup de temps à faire des dossiers. Et ça, forcément. C'est un peu épuisant. Bon, j'en profite pour remercier vraiment les caisses complémentaires, les caisses mutuelles qui nous soutiennent vraiment comme elles peuvent. Par contre, voilà, ce serait bien qu'on soit reconnu par les institutions, comme le conseil départemental, plus que ce que ça ne l'est, par l'agence régionale de santé. Ça serait important parce que ces dispositifs qui marchent ne coûtent pas très cher. Et aujourd'hui, on est au bout. Nous, on accompagne 68 personnes. On ne peut pas aller au-delà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir dupliquer pour qu'il y ait des petites maisons des aidants un peu partout, pour que ça reste à taille humaine. C'est ce qu'on vise quand même. Espérons que vous soyez entendus, ce dont personne ne doute. Merci beaucoup Nathalie et merci Jean-François pour ce très beau témoignage. Merci beaucoup. On va rester dans cette thématique avec Olivier Dauvert, le service d'entraide, les services d'aide à la personne. Olivier, il n'a jamais été aussi facile, entre guillemets, triple guillemets, d'acheter des services à domicile. Oui, c'est un énorme marché. Je ne sais pas si vous savez, mais les Français dépensent chaque année 18 milliards d'euros en services à domicile. Alors, on va être honnête, pour une partie, c'est parce qu'ils y sont incités fiscalement, puisqu'on récupère une partie de ces dépenses. Globalement, ça fait vivre 1,3 million de salariés. Alors, quand je dis vivre, là aussi, tout est relatif parce que c'est parfois des temps partiels, c'est des contrats parfois précaires, mais néanmoins, ça représente 1,3 million de salariés, 900 millions d'heures qui sont travaillées, c'est pas rien aussi. Et puis, l'État a répertorié de manière très officielle 26 types de services à domicile à la personne. Alors, on a en tête toujours les mêmes, c'est l'entretien de la maison, l'entretien du jardin, la garde d'enfants. On pense en général un peu moins à l'assistance informatique à domicile. Ça peut être autour du linge, l'entretien du linge, le lavage du linge. Et puis, parfois des sujets qui sont évidemment plus rares, mais néanmoins à savoir, ça peut être la présence d'un interprète en langage des signes qui est comprise dans ces services à domicile et donc qui ouvre droit à réduction fiscale. Alors, en apparence, c'est un marché en plein développement parce qu'on n'a jamais été autant soucieux d'avoir des services et pour autant, c'est un marché aujourd'hui qui est en train de reculer. De reculer? Ah bon? Pourquoi? Alors, il y a deux explications. Il y en a une première qui est vieille comme le monde et une qui est beaucoup plus récente. Je commence par celle qui est vieille comme le monde, ça s'appelle le marché noir. Donc c'est évidemment l'idée de ne pas passer de manière très officielle pour acheter des services que l'on vous rend. Alors en général, c'est très corrélé aux périodes difficiles. Quand on est plutôt dans une situation économiquement difficile, il y a beaucoup de gens qui sont sur ce marché noir qui veulent arrondir leur fin de mois, qui veulent le faire sans le déclarer. Donc évidemment, c'est des charges en moins pour l'État. Mais donc voilà, ça c'est la première explication, c'est le redéveloppement du marché noir. La deuxième explication, c'est encore une fois ce fameux Internet qui vient bouleverser là aussi ce marché en facilitant la mise en relation, j'allais dire, de particulier à particulier. Vous achetez un menu service non plus à une entreprise, mais à votre voisin. Alors il y a un site qui est très connu là-dessus qui s'appelle Allo Voisin, qui est de loin aujourd'hui le premier site sur ce marché-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le service est simple. J'ai envie de poser du parquet, de déménager, de bricoler, que sais-je encore. J'habite à Champy, je renseigne tout ça sur ce site. Et puis le site va me proposer ceux qui sont pas très loin de Champy, par exemple près de Rennes, qui savent bricoler, savent poser du parquet ou en quelques heures à consacrer à m'aider dans mon déménagement et on va être mis en relation et ainsi c'est ce qu'on appelle l'Internet collaboratif. Voilà, donc ça c'est en plein développement. Alors ça marche tellement bien qu'il y a certains mastodontes du commerce qui sont derrière. Il y a un site qui est très connu pour ceux qui achètent des prestations en bricolage qui s'appelle Frisbee. Eh bien il appartient, figurez-vous, à Leroy Merlin. Et c'est très malin parce qu'en fait quand vous achetez du parquet chez Leroy Merlin, vous n'avez peut-être pas ni l'envie ni les moyens de le faire poser par un professionnel. Et puis vous n'avez peut-être ni l'envie ni les capacités de le poser vous-même. Et donc vous dites, moi je suis prêt à payer quelqu'un, un particulier qui va vous aider. Et donc c'est pour ça que ça facilite la mise en relation. Et puis parfois vous pouvez même non pas payer mais échanger. Vous avez des sites qui se sont basés sur l'échange de services. Donc je reste sur ma pose de parquet. Vous allez me croire obsédé par le sujet, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Non, en plus j'ai rien besoin, je vous rassure. Voilà. Échange 1 heure de pose de parquet contre par exemple 2 heures de repassage. Parce que toutes les heures ne se valent pas. Et oui, parce qu'il y a des heures qui sont plus difficiles. Alors, ça dépend de ce que vous proposez vous, mais par exemple, on considère par exemple que vous pouvez repasser en faisant autre chose, par exemple en regardant la télévision, et notamment pourquoi pas ensemble, c'est mieux. Voilà, donc ça ne se vaut pas. Bon, voilà. Mais vous avez de l'échange et vous avez aussi la possibilité de troquer des heures.
D'accord. Alors, vous avez trouvé bien plus fou encore. Ah oui, alors fou, voire même dingo, vous pouvez louer des amis. Eh oui, parce que si vous vous sentez seul dans certaines activités, il y en a certains qui ne veulent pas aller au cinéma tout seul, qui ne veulent pas aller courir tout seul, que sais-je encore. Et c'est très sérieux parce que vous savez qu'en gros, on considère qu'un Français sur 10, à peu près, souffre de cette solitude dans sa vie, certes, mais aussi dans ses activités. Et que faire une activité seule est quelque chose qui n'est pas très intéressant. Donc, il y a un site qui s'est lancé sur ce créneau-là, qui arrive tout droit du Japon, il s'appelle Book a Friend, littéralement ça veut dire réserve un ami, et qui commence alors gentiment à marcher. Alors je vois vos questions d'ici, ne vous emballez pas. Si vous cherchez le prince charmant, c'est pas là-dessus qu'il faut aller, ce n'est pas un site de rencontre. Cela dit, rien n'interdit, une fois qu'il vous aura accompagné au cinéma ou en promenade, de lui proposer de l'inviter au restaurant la semaine suivante. Cela dit quand même, une relation qui démarre sur du tarifé, en général, je ne suis pas bien sûr que ça aille très très loin. Mais voilà, ça existe, vous pouvez louer jusqu'à vos amis, c'est aussi un service à la personne. Est-ce que là, pareil, il y a des critères où il y a des tâches un peu plus chères que d'autres? Par exemple, si le film ne nous plaît pas... Est-ce qu'il y a un ami qui vaut plus cher qu'un autre? Eh bien, je vous propose d'essayer et de nous faire un petit compte rendu précis. Qu'est-ce qu'on peut troquer pour voir? Chiche pour la semaine prochaine, Catherine, vous nous faites ça? Book a friend, ok. Il n'y a pas book a boyfriend. Ah non, c'est book a friend. Book a friend, book a friend. C'est pour ça que je reprécise toujours, ce ne sont pas des sites de rencontre. Effectivement. Merci beaucoup, Olivier, pour ce petit point. Fort inspiré, ma foi. Allez, on est déjà à la fin de cette émission, Catherine? Oui, pardon. Non, elle est déjà en train de chercher un ami pour tout à l'heure. Et voir, est-ce qu'il y a des gens en service à la personne qui rédigent des chroniques aussi pour d'autres personnes? Je demandais ça. On sait jamais, il faut déléguer. Est-ce que ça vaut plus qu'une heure de Et bien, la mienne a été faite par un prestataire. D'accord. Voilà. Vous voyez, ça s'est pas vu. Comme quoi, il travaille bien. Il travaille très bien, vous le gardez, celui-là. Les contacts, Olivier. Avec plaisir. Allez, on vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Jean-François. On peut rappeler le site internet de votre association, peut-être, Nathalie, association Cassiope.fr. Et puis pour vous aider, j'espère que votre appel a été entendu. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Demain, mardi, on se retrouvera à 10h50 autour du thème des régimes. Et oui, on peut peut-être louer est-ce qu'on peut louer des crèmes amincissantes, des nutritionnistes pour nous accompagner? Allez, avant l'été, vous retrouverez conseils et astuces pour être en top en maillot sur la plage. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.